D'abord, en 2040, on pourrait être très proche d'une guerre franco-allemande. Bon, rien n'est plus dangereux qu'un empire en déclin. Les Américains est un empire en déclin, la Chine est un empire en déclin, les Russes sont des empires en déclin. Alors là, vous allez devoir m'expliquer. J'ai toujours dit que l'Amérique finirait par devenir une dictature. Parce que toutes les démocraties importantes, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, sont toutes à un moment ou à un autre été des dictatures. Mais comment on peut éviter cette trajectoire qui semble quand même assez dramatique? Si la géopolitique ne vous intéresse pas, la géopolitique, elle, s'intéresse à vous. Et qui mieux que mon invité de ce jour pour nous y intéresser? Car il fut conseiller personnel de François Mitterrand. Il a été fondateur d'institutions internationales comme la Bird. Il fut chef d'orchestre, il est économiste. Il est également écrivain, prolifique et à succès. Merci Jacques Attali de me recevoir aujourd'hui. Bonjour. Alors j'ai lu votre livre qui s'appelle France 2040, Fragments d'avenir, qui a été publié chez Flammarion et France Positive. France 2040, ça veut dire que c'est dans une quinzaine d'années en gros. Est-ce que, vous voyez, moi j'habite en Allemagne et je me dis, j'ai l'impression que la France a déjà du mal à rentrer déjà dans cette année 2026. Est-ce que c'est pas ambitieux de penser déjà à 2040 ? Oui, c'est ambitieux, mais c'est absolument nécessaire. France Positive est une think tank, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un groupe de réflexion que j'ai fondé il y a 10 ans maintenant, et qui rassemble 250 jeunes ou moins jeunes qui veulent réfléchir à l'avenir du pays. Et nous produisons des colloques, des livres, des débats avant les élections présidentielles. On l'a fait en 2017, en 2022, et on va le refaire avant les élections de 2027. Et entre-temps, on publie donc des livres très spécifiques, et là, on a voulu publier un livre sur la France en 2040, parce qu'il est absurde de vouloir gouverner en ayant le nez sur le guidon et en regardant ce qui se passe demain. Il est insuffisant de le faire en regardant à 5 ans, parce que les enjeux sont beaucoup plus longs que 5 ans, et il faut regarder un peu plus encore. 15 ans, c'est le minimum. Si vous conduisez une voiture de nuit, sans les phares, vous êtes sûr de mourir ou de tomber dans le ravin. Si vous mettez les petits phares, 5 ans, vous pouvez pas rouler vite. Et si vous voulez vraiment rouler vite, faire des choses importantes, il faut avoir une vision plus longue. Alors on peut se tromper, les phares peuvent être trompeurs à cette distance, mais au moins, on est sûr que c'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir. Et là, ça nous permet d'éclairer, dans ce livre où j'ai rassemblé, un livre dont je n'ai fait que l'introduction, une trentaine de gens de très haut niveau qui sont des experts de leur domaine. J'ai compté 45. 45. De gens de très haut niveau qui sont des démographes, des sociologues, des économistes, des médecins, des technologues, des géopoliticiens, des politiciens, des spécialistes de tous les domaines, pour donner un regard sur ce qu'est la France et le français, puisqu'il y a un article aussi sur l'avenir du français, à 2040. Pour ensuite en déduire ce qu'on fera au mois de septembre prochain, un autre livre sur 5 ans, sur le programme. Donc là, les petits phares pour le moment. Voilà. D'accord. Mais alors justement, ça me ramène à une autre question, c'est qu'aujourd'hui, avec des présidents qui sont élus pour 5 ans, est-ce qu'on est capable de faire justement des plans sur 15 ans ? Oui, c'est une bonne question. Il y a des grands invariants français ou allemands ou anglais, et des grands invariants qui sont constants pour tous les présidents. En France, les grands invariants, c'est depuis très longtemps, c'est la politique européenne. C'est la construction d'une Europe intégrée, c'est la construction d'une Europe de la défense, c'est le rapprochement franco-allemand, c'est des choses qui sont la matrice commune de tous les présidents, avec des curseurs, plus ou moins. Mais c'est pour ça, quand on dit que l'actuel président a fait avancer une thèse originale qui serait la souveraineté européenne, pas du tout. C'est un truc qui date de au moins François Mitterrand, sinon Giscard d'Estaing, et qui est une constante. De même, la modernisation économique et la plus grande place à l'industrie, c'est aussi une constante, plus ou moins réussie, mais c'est une constante volontaire. Il y a aussi des constantes qui sont des erreurs. La constante qui est une erreur, c'est, comme l'Allemagne d'ailleurs, de ne pas avoir mis sa ville principale au bord de la mer. Ce que la France aurait pu faire, à la différence de l'Allemagne qui n'a, en dehors d'Hambourg, pas beaucoup de zones côtières, mais la France aurait pu le faire. C'est une erreur monstrueuse qui explique pourquoi la France n'est pas la très grande puissance qu'elle aurait dû être, mais c'est une erreur qu'on fait depuis 6 siècles. Voilà, c'est ça, j'allais dire, c'est pas quelque chose qui a été fait de façon contemporaine. C'est pour ça qu'il y a des choix structurants qui sont longs, certains sont très bons, je l'ai dit, l'intégration européenne depuis 1945 est
l'importance de la technologie, qui sont une constante française depuis les années 50 maintenant, puisqu'on a été les premiers à lancer le nucléaire, faire beaucoup d'informatique et ça. Mais on est très mauvais en raison de ce refus de regarder la mer, de regarder le commerce et de notre incapacité à développer une agriculture écologique qui aurait été notre priorité. On s'est laissé déborder en devenant une agriculture industrielle qui est même moins bonne que l'agriculture industrielle espagnole ou allemande. Alors, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés. On a parlé justement de l'intégration européenne et on va en parler. Juste revenir encore à ce livre France 2040 parce que, vous l'avez dit, vous faites appel à plein d'experts qui sont tous plus réputés les uns que les autres, avec des spécialités très variées. Est-ce que vous avez été surpris des travaux qui vous ont rendu des archipels? Parce qu'il faut expliquer ça à nos spectateurs. Ce sont en gros des histoires qui font entre 2 pages et 6 pages, donc c'est très plaisant à lire. Parfois on trouve des utopies, parfois on trouve des dystopies, parfois on trouve des histoires très amusantes, parfois c'est plus angoissant. Vous avez été surpris du résultat? Tous sont très intéressants, et comme vous l'avez dit, c'est très différent. Depuis Hervé Lebras sur la démographie jusqu'à une jeune sociologue sur les enfants l'enfance en difficulté, le professeur Flao sur la médecine. Il y a quand même un point commun de tous, c'est l'importance de la prévention, de régler les problèmes avant qu'ils se posent. D'où d'ailleurs l'intérêt du livre. Mais tous insistent sur le fait qu'en médecine, en éducation, en économie, il faut essayer de régler les problèmes avant qu'ils ne se posent. Donc l'importance de la prévention me paraît un fil conducteur de ce livre. D'accord. Alors, moi, quel a été le cahier des charges lorsque vous avez contacté ces experts-là? Vous leur avez donné des instructions très précises? Non, je leur ai dit comment vous voyez la France en 2040, voilà vos compagnons de voyage, donc n'écrivez pas sur les sujets des autres, et essayez de répondre à la question qu'est-ce qu'il faut faire pour que la France en 2040 aille mieux qu'aujourd'hui? Voilà. Alors moi qui viens d'Europe et effectivement qui me sens très bien intégré dans ce monde européen, même si j'ai conservé ma culture française, est-ce qu'on peut penser la France justement dans ce monde aussi globalisé et faire un livre uniquement de la France avec des actions éventuellement françaises indépendamment de l'Europe? Oui, bien sûr, on peut, on doit, parce que la France va conserver son identité dans l'Europe, même si je suis un fédéraliste, je suis pour une intégration européenne plus forte, mais la France va conserver son identité, sa langue, sa conception de la culture, ses institutions, et aussi différents éléments de son autonomie, à la fois culturelle, militaire, auquel elle ne renoncera pas. Donc oui, il faut penser la France en tant que telle. Si vous deviez résumer la France en 2026, et ensuite on essaiera de faire le même exercice de projection en 2040, qu'est-ce que vous diriez? La France en 2026, c'est une promesse non tenue. Ah oui. C'est un potentiel énorme, mais avec une telle conscience de ce potentiel qu'on est paresseux et qu'on est des passagers clandestins de l'Europe. Passagers clandestins de l'euro, passagers clandestins de l'ensemble des institutions européennes, parce qu'on ne fait pas d'efforts particuliers. C'est un passager clandestin et c'est aussi une nation qui a choisi, comme d'autres, de donner la priorité aux personnes âgées. On consacre des sommes beaucoup trop élevées aux retraites et à tout ce qui concerne les personnes âgées, et trop peu de choses pour les jeunes, l'éducation, les jeunes couples, l'innovation, la créativité, ce que font les Allemands, comme qui payent beaucoup mieux leurs professeurs que les Français, ou les pays d'Europe du Nord. Donc, mais le même débat existe en Allemagne, par exemple, où justement les sociodémocrates voudraient revaloriser les retraites, alors que la CDU dit non, attention, on n'a pas fait ce... Alors ça ne s'appelle pas le grand emprunt, mais cet énorme investissement là qu'on va lever, il n'est pas fait pour justement financer des dépenses de non-investissement en fait. Oui. Les débats existent partout, d'autant plus que les électeurs vieillissants, les hommes politiques ou femmes politiques sont tentés de... Alors comment on fait? On essaye d'être un homme d'État, c'est-à-dire de ne pas réagir en fonction de l'intérêt immédiat de ses électeurs. Au risque de perdre les électeurs et les élections. Absolument.
quand même assez cruel. Enfin, en tout cas, c'est un peu... Bon. Oui, mais il y a des hommes politiques qui l'ont fait, qui ont perdu les élections et qui ont laissé une grande trace dans l'histoire de leur pays. C'était le cas de De Gaulle, je pense que c'est le cas aussi de François Mitterrand, qui progressivement revient dans l'opinion avec la gratitude des électeurs. Et alors, cette question de 2040, comment vous imaginez cette France, justement, dans 15 ans? Déjà, est-ce qu'elle est plus puissante ou en plus 2040, elle peut être, si elle fait rien de bien, si elle se laisse aller, elle peut être dans un déclin total, elle peut être entre les mains de... D'abord, en 2040, on pourrait être très proche d'une guerre franco-allemande. Alors, pour le moment, on n'a pas l'impression de l'avoir. Moi, je le dis, on peut être très proche d'une guerre franco-allemande parce que les dynamiques négatives dans les deux pays existent. Dans les deux pays, il y a des partis qui veulent sortir de l'Union européenne, plus ou moins clairement. En Allemagne, c'est très clair, en France, c'est moins clair. Mais si le Rassemblement national gagne en France, l'AfD aura plus de chances de gagner en Allemagne. L'Union européenne est morte, la rivalité franco-allemande repartira et Dieu sait où elle nous mène. On a fait 3 guerres, on pourrait en faire une 4e. D'ailleurs, François Mitterrand l'avait dit en disant que... J'allais le dire, justement, c'était une des craintes de François Mitterrand. Oui, c'est une crainte de tous ceux qui ont vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est son cas, parce qu'il a vécu la Deuxième, mais il avait le souvenir par ses parents de la Première. Or, les générations actuelles n'ont absolument pas le souvenir de la guerre, donc ne voient absolument pas le risque s'il n'y a pas d'intégration. D'où l'intérêt de cette vidéo, parce que je destine justement ces vidéos à mes enfants qui sont ados, etc. Et c'est la raison pour laquelle je vous interroge, parce que je veux que vous transmettiez ça. Il y a un vrai risque. Si la France se laisse aller, décline, passe la main à des partis anti-européens, se laisse sortir, elle va recevoir une claque des marchés, une claque du Fonds monétaire, le pays va se crisper et fermer les frontières. Alors expliquons ça. Admettons demain, donc c'est un scénario où il en existe d'autres, mais que le Front National, le Rassemblement National soit élu. Là, vous pensez au niveau économique que immédiatement les taux d'intérêt augmentent? Non, je ne sais pas immédiatement, parce que les gens sont un peu moins bêtes qu'on croit. Mais leur politique consiste à faire que la loi serait supérieure au traité et à imposer la préférence nationale là où elle ne l'est pas aujourd'hui. Est-ce que c'est possible déjà légalement de ça? C'est possible. C'est contraire à la Constitution, mais il faudrait modifier la Constitution, il faudrait sortir des traités européens et il faudrait sortir de la Cour européenne de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme, les 2 tribunaux supranationaux qui existent. C'est possible, mais ça suppose une rupture de l'ensemble des traités. Et ça, la France sera la principale victime, parce que la France... Alors ces gens-là disent la France contribue plus à l'Europe que l'Europe ne donne à la France. C'est vrai en apparence, mais c'est faux en réalité. C'est vrai en apparence parce qu'on donne 26 milliards et qu'on en reçoit 23, je crois, quelque chose comme ça. Mais en réalité, on reçoit beaucoup de prêts de la BEI, du grand emprunt européen, de toute une série de choses, et on bénéficie énormément d'avoir une monnaie stable qui n'est pas due à nous, puisque si nous étions seuls, nous aurions une monnaie comme l'Argentine, puisque nous sommes en situation de déficit énorme. Donc on est les grands bénéficiaires de l'Europe malgré les apparences, et on a vraiment besoin. Mais ça, c'est pas très bien ressenti par tout le monde. Je vous en prie. Alors justement, comment peut-on éviter, parce qu'on a parlé des risques, mais comment on peut éviter cette trajectoire qui semble quand même assez dramatique? Je ne sais pas, c'est pas en agitant les épouvantails qu'on gagne, c'est pas en disant c'est la catastrophe, on va lâcher la rampe, c'est pas ça qui va nous faire gagner. C'est nous faire gagner, on va éviter la catastrophe en ayant un scénario enthousiasmant. Parce que l'argument on a tout essayé, autant essayer les autres, qui est un argument très bête. On n'avait pas non plus essayé d'avaler de l'arsenic, donc il y a des bonnes raisons si on l'a pas fait. Donc l'argument on n'a pas tout essayé n'est pas un bon argument. Mais l'argument ils ont tout échoué est un bon argument. Et donc il faut présenter des programmes qui soient crédibles, passionnants, passionnés, enthousiasmants, ce que personne ne fait. Quand vous dites ils ont tout échoué, c'est les critiques justement des anti-européens vis-à-vis de l'Europe, c'est ça? En France. En France, d'accord. Et avez-vous l'impression justement que les partis européens et l'Europe justement donnent cet espoir, ce programme enthousiasmant qui pourrait redonner un second souffle? Non, mais il y a aussi une deuxième raison qui pourrait être entraînante, c'est que on doit avoir peur de ce qui se passerait s'il n'y a pas d'une Europe forte. C'est la présence russe à nos frontières, l'abandon américain. Et donc, non seulement faudrait le faire par enthousiasme pour une puissance européenne, mais il faut le faire par peur des ennemis de l'Europe.
qui est un choix moins enthousiasmant. Parce qu'il est négatif. Qui est négatif, mais qui quand même correspond au choix de la raison. D'accord. Oui, alors... Nous, tout seuls, on ne sait pas nous défendre contre la puissance russe, ni contre la puissance américaine, ni contre la puissance chinoise. On a besoin d'être unis. D'accord. Et vous pensez que la France pourrait... Alors, déjà militairement, est-ce qu'elle fait les bonnes choses quand on parle de se réarmer au niveau européen? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Il faut le faire. Et de toute façon, l'histoire est tragique. Malheureusement, les Russes sont là, les Américains sont là, les Chinois sont là. Les Européens ne peuvent pas rester ouverts à tout vent. Le continent le plus riche du monde, qui se fait piller par 3 prédateurs, qui sont d'ailleurs 3 empires en déclin. Or, rien n'est plus dangereux qu'un empire en déclin. Les Américains sont un empire en déclin, la Chine est un empire en déclin, les Russes sont des empires en déclin. Alors là, vous allez devoir m'expliquer. On va commencer déjà avec les États-Unis. Pourquoi est-il en déclin selon vous? Parce qu'il y a des contradictions internes absolument monumentales. Écologiquement, c'est un désastre. Financièrement, ils ont une dette absolument ingérable. Et les contradictions sociales et politiques à l'intérieur sont folles. Et démographiquement, ils ne tiennent pas sans immigration. Les Russes sont en train de s'effondrer. Aussi démographiquement et technologiquement, parce qu'ils n'ont plus rien et ne tiennent que par la guerre. Et les Chinois sont en train de s'effondrer plus que tout le monde en termes démographiques et n'ont pas réussi à assurer leur survivance en termes agricoles ni en termes énergétiques. Il ne faut pas oublier que les Chinois importent beaucoup de gaz américain et un pays qui devient vieux avant d'être riche, c'est un pays très, très menacé. Donc les 3 empires sont en déclin et des empires en déclin ont besoin de trouver des proies à acquérir pour compenser leur faiblesse interne. D'où l'Europe, qui est la proie naturelle dont tous les pays, tous ces 3 empires pourraient avoir besoin. Avec, sous différentes formes, je dirais, parce que la Chine, ça sera plus au niveau économique, c'est bien ça, c'est une espèce d'expansion qui se traduit par la désindustrialisation en Europe, alors que la Russie, c'est au niveau géographique, un expansionnisme géographique, c'est bien ça, on est sur des modes différents. Oui. Et en même temps, cette thèse est intéressante parce que la Chine soit en déclin, parce que ce n'est pas du tout ce que l'on entend dans les médias. On nous rabâche en permanence que la Chine est en plein développement. Elle est en plein développement. Vous pouvez être en plein développement et en déclin en même temps. La Chine est en train d'exploser économiquement avec une croissance folle, mais en même temps, elle le sait, d'ailleurs les dirigeants chinois le savent. Au rythme actuel, il va y avoir, avant la fin du siècle, moitié moins d'habitants de Chine, et ils sont pour l'essentiel des personnes âgées. C'est intenable. Donc, ou ils sont capables de faire plus d'enfants, ou ils vont chercher des enfants ailleurs, un peu comme les Romains l'avaient fait avec les Sabines, en enlevant des femmes, soit ils s'adaptent à une société vieillissante qui est forcément une société en déclin. D'accord. Et ça, c'est pas compensable par de la technologie, par des personnes qui vivraient plus longtemps C'est compensable en partie. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois, comme les Japonais qui sont dans la même situation, mettent tellement d'accent sur le développement des robots, parce que comme ils ne veulent pas d'étrangers, ils pensent que les robots vont faire le travail des étrangers, mais les robots, comme l'intelligence artificielle, se heurtent à ce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. L'amour, le matériel, les choses, le sentiment, la tendresse, l'attachement, toute une série de métiers qui représentent à peu près la moitié de la production mondiale, sont des choses qui ne sont pas du tout robotisables. C'est un terme très important, robotisable. Qu'est-ce qui est robotisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Beaucoup de choses sont robotisables, mais un très grand nombre des activités essentielles à l'humanité ne le sont pas. Et en même temps, on voit beaucoup, par exemple, de jeunes qui se laissent peut-être berner par l'intelligence artificielle et qui commencent à créer des liens affectifs avec leur IA, par exemple. Peut-être une fausse, bien sûr, très probablement un faux amour, mais est-ce qu'on peut imaginer demain un IA plus sophistiqué Oui, bien sûr, on peut imaginer, j'en parle dans mon nouveau livre qui paraît bientôt, on peut imaginer une IA qui pénètre les consciences, vous dicte, vous permet d'acheter des souvenirs. Vous pourrez par exemple acheter un jour des rêves ou des souvenirs comme si vous aviez vécu une histoire d'amour que vous n'avez pas vécue, et vous la téléchargerez dans votre cerveau. Ça, c'est une affaire de 10 ans avant que ce soit possible. Vous voyez tout ce que ça ouvre comme perspective.
Oui, alors là, pour le coup, on est effectivement... Et on en est, dès maintenant, c'est pratiquement dès maintenant possible, parce que avec l'intelligence artificielle, on peut faire des faux films, des fausses photos, et on peut donc faire une collection de photos et de films de soi avec un autre amoureux imaginaire qu'on met sur son compte, Instagram ou Facebook, etc., qu'on met maintenant, et tous les autres auront du mal à ne pas y croire. Et comme en général on aime croire soi-même à ses mensonges, on finira sans même implanter dans le cerveau par croire. D'ailleurs, les mythomanes croient en leurs mensonges. Mais là, c'est mythomane au niveau sociétal, c'est Oui, à grande échelle. mais le mythomane, grande échelle ou petite échelle, finit par croire lui-même Ouais. qu'il n'est pas mythomane, mais que ce qu'il dit est vrai. Mythomane, c'est presque une pathologie, alors que là, ça serait la technologie qui fait qu'on le devient Non, tous. la technologie donnerait des armes de preuve à la mythomanie. Je suis mythomane, je vous dis, je suis très ami de Deng Xiaoping ou de Li Xinxin, et naturellement, personne ne me croit, mais si je peux vous montrer des photos et des images et des films de moi avec lui, vous aurez plus de mal à en douter. Et moi-même, je finirai par le croire. Pour les États-Unis, donc on va partir de la Chine un petit peu là, et on parle souvent du chantage de Trump sur l'Europe ou sur les pays européens. Est-ce que c'est une nouveauté dans la relation transatlantique? J'ai écrit ça récemment dans un article, pas nouveau. Depuis 1940, j'ai bien 40, 41, les Américains sont comme ça. En 1942, quand les Américains sont entrés en guerre, ils ont commencé à négocier avec les Anglais des institutions d'après la guerre, pensant qu'ils allaient gagner. Et donc ils ont commencé à négocier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Nations unies. Le négociateur anglais était le grand économiste John Maynard Keynes. Le négociateur américain était un très haut fonctionnaire qui s'appelait Harry Dexter White. Quand Keynes était trop exigeant, curieusement, la vitesse des bateaux américains qui apportaient des armes en Angleterre ralentissait. Vous voulez dire qu'il y avait Du chantage. une sorte de chantage. Voilà. Du chantage. Et moi, je l'ai vécu plus tard de façon tout aussi brutale. La différence avec le président Trump, c'est que, un, il le fait publiquement, deux, il le fait dans son intérêt personnel, il gagne des sous avec, ce qui n'était pas le cas des présidents précédents. Trois, il est un agent russe, ou il se conduit comme un agent russe, ou en tout cas, il sert les intérêts russes. Mais ces trois différences mises à part, auxquelles j'ajouterai une quatrième, qui est que je crois qu'il est un dictateur, et qu'il n'a aucune envie de quitter le pouvoir, sont, mis à part ces différences qui sont majeures, c'est une constante de la politique américaine. Alors, là, j'aimerais sur la définition de dictateur, en quoi vous pensez, parce que là, par exemple, est-ce qu'on peut être dictateur dans une démocratie dont on voit encore que, par exemple, il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle La Cour suprême, oui. La Cour suprême, pardon, a voté contre des décisions sur les tarifs, par exemple. Est-ce que c'est possible pour lui de devenir le dictateur que l'on craint? On va voir, mais il se conduit comme tel. Il a éliminé beaucoup de ses adversaires politiques. Mais ça, c'est propre à tous les politiciens, non? De vouloir les éliminer pour oui, pouvoir non, régner. il les chasse des fonctions et il règne par la terreur. Il maîtrise les médias comme personne. En interdisant aux démocrates de s'exprimer dans les médias. Il impose des décisions tout à fait sans aucun respect pour le Parlement. Et il est dans une guerre ouverte avec la Cour suprême qu'il traite quand même d'agent chinois maintenant. Il dit que là... Alors on va voir, est-ce qu'il va passer outre? Mais je n'ai pas oublié ce que son principal idéologue a dit il y a longtemps, M. Curtis Yarvin. Il a dit il y a trois pouvoirs dans la Constitution américaine, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir exécutif. Mais rappelez-moi lequel des trois dispose de l'armée. Ça veut tout dire. Donc, alors pour l'instant, c'est une dictature. Et il ajoute d'ailleurs, M. Trump, qu'il a l'intention de se représenter. Et je pense qu'il va tout faire pour soit ne pas tenir les élections de novembre, soit les truquer, soit ne pas en tenir compte. On va voir. À ce moment-là, on verra si la démocratie américaine tient le choc. Quelles conséquences pour nous si justement les élections sont truquées, si vraiment cette... J'ai toujours dit que l'Amérique finirait par devenir une dictature, parce que toutes les démocraties importantes, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, sont toutes à un moment ou à un autre été des dictatures. Donc il n'était pas normal que les États-Unis ne le soient pas à leur tour. Alors, si les trois empires dont on a parlé, la Chine, la Russie et l'Amérique,
sont en train de se ralentir, quel sera... Ils ne sont pas en train de se ralentir, au contraire, ils accélèrent. Ils accélèrent. Mais ils accélèrent parce qu'ils sont en déclin. Et donc, leur accélération peut conduire, comme on l'a vu avec la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas d'autre raison de l'attaque de l'Ukraine que de la volonté de détourner des préoccupations internes. Et de même, la Chine menace d'attaquer Taïwan pour mobiliser sa jeunesse qui n'est plus mobilisée par la croissance économique qui est moins forte qu'elle ne l'était. D'accord, alors si ces trois empires sont en déclin, il y aura quand même peut-être un gagnant. Lequel de ces trois, voire le quatrième, si c'est l'Europe? C'est pas joué. Je pense qu'on va rentrer dans une période où tout est possible. On peut avoir un retour de flamme de la puissance américaine qui a tous les moyens d'avoir beaucoup d'énergie et s'il y a un nouveau président plus ouvert, plus intéressé au monde, ce qui n'était pas le cas d'Obama non plus. Obama n'était pas du tout un président ouvert au monde. Mis à part l'apparence, il n'a pas fait une politique très différente de Trump. C'était lui qui avait proposé le pivot asiatique. Oui, mis à part. Donc, les États-Unis peuvent avoir enfin un président ouvert au monde, ce qui n'est pas ça n'a pas été le cas depuis Kennedy et ça n'a pas duré longtemps. La Russie peut, mais ça sera très long, c'est une toute petite puissance, ça le PIB de l'Espagne, ça a beaucoup d'armes nucléaires, mais c'est une petite puissance. La Chine sera une très grande puissance, elle pourrait inverser la courbe démographique, ou trouver une façon par les robots, puisque la Chine est le leader mondial des robots maintenant, devant tout le monde, bien avant les États-Unis et presque bien avant les Japonais qui sont les vrais numéros 1. Donc il peut y avoir une victoire chinoise. L'Europe, ça supposerait des changements considérables. L'Europe est la première puissance du monde, objectivement. Tout le monde veut être européen, tout le monde veut adhérer à l'Europe. Les seuls qui ne croient pas en l'Europe, ce sont les Européens. Mais tout le monde croit que l'Europe a toute vocation à être, dès aujourd'hui et plus tard, une superpuissance. Mais justement, avec les structures actuelles, est-ce que les changements sont possibles en Europe ou bien faudrait changer complètement cette Europe? On ne peut pas changer tout. Il faut avancer de façon marginale et incrémentale, à chaque fois un petit peu. Donc là, aujourd'hui, l'étape suivante, ce sera une étape militaire. Il faut s'intégrer militairement un peu plus. Est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien. C'est pas joué. D'accord. Ça dépend beaucoup des deux prochaines élections françaises et allemandes. Si la prochaine élection française conduit à une partie d'extrême droite qui ne voudra pas d'une intégration politique ni militaire, ça donnera un grand coup de soutien à l'AfD en Allemagne et ça rendra très difficile un progrès européen. Ce sera catastrophique. Alors justement, l'intégration militaire, on en parle beaucoup en Allemagne actuellement sur cette extension de la protection de la dissuasion française, la dissuasion nucléaire française à d'autres pays européens et dont l'Allemagne. Même Friedrich Merz ne se cache plus d'évoquer ces sujets-là avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est de leur part, à tous les deux, comme de la part de ceux qui posent cette question, une preuve d'inculture totale. D'accord. Parce que cette question a été réglée au moins par François Mitterrand et le chancelier Kohl, qui en avait parlé, et je pense que M. Giscard d'Estaing en avait parlé avant avec le chancelier Schmitt. Il est évident, et moi j'ai assisté à la conversation entre le président Mitterrand et le chancelier Kohl, que j'ai retranscrit en grande partie, parce que le reste est confidentiel, dans mon livre verbatim, où le chancelier a posé cette question, et où le président français a clairement expliqué que la France définissait sa conception de son intérêt vital, et qu'il est évident que l'Allemagne fait partie de l'intérêt vital de la France. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Non, il n'y a rien de nouveau. Cela dit, on en parle maintenant beaucoup plus concrètement. L'Allemagne se sent plus démunie depuis que Trump... Voilà, les Allemands qui avaient posé la question et qui avaient obtenu une réponse rassurante, mais pas rassurante, c'est pas un cadeau que la France fait à l'Allemagne. Il est évident que la France ne peut pas tolérer des armées russes sur la ligne Oder-Neisse, ça n'a pas de sens. Ni même à la frontière russo-polonaise, enfin en Russie, en Pologne. Donc ça fait partie depuis toujours de l'intérêt vital de la France. J'ai une catégorie qui s'appelle oui, non, jein. Alors, je ne sais pas si vous avez appris l'allemand quand vous étiez dans vos jeune âge. Oui, ben, ça se dit ja, non, ça se dit nein.
Et il y a un mot qui s'appelle Yain, qui est un mélange de ni oui ni non, si vous voulez, mais c'est vraiment un mot qu'on utilise. Alors, j'ai quelques questions, vous pouvez répondre par oui, non ou Yain. Pas besoin de trop expliquer. Alors, est-ce que le couple franco-allemand fonctionne encore d'après vous? Oui. D'accord. Êtes-vous inquiet de voir l'Allemagne se réarmer Non, massivement? pas du tout. Faut-il continuer ces discussions visant à élargir la dissuasion nucléaire française à d'autres pays? Mais le problème est réglé pour moi. La mondialisation a-t-elle fragilisé les démocraties européennes? Non. Non, les démocraties européennes se sont fragilisées elles-mêmes, et la mondialisation, qui n'a d'ailleurs pas vraiment eu lieu, ou qui a eu lieu, mais qui n'est pas remise en cause aujourd'hui. Vous ne pouvez rien faire sans des produits américains, chinois en Europe, et en Chine, rien faire sans des produits américains et européens. Donc la mondialisation, c'est un phénomène très ancien, irréversible, qui affecte tant les démocraties que les dictatures. C'est un faux bouc émissaire pour moi. D'accord, oui, ouais, je vois. L'Union européenne est-elle devenue technocratique? Oui, bien sûr. Elle a malheureusement toujours été technocratique et pas assez politique. Et les élites européennes ont-elles perdu le contact avec leur peuple? Qu'est-ce que c'est les élites? Si vous parlez des technocrates, c'est pas des élites. Pour moi, les élites, c'est les paysans, les chirurgiens, les militaires au front. Ceux-là, ce sont le peuple. Les élites, ils sont dans le peuple. C'est pas démagogique ce que je dis, mais dès qu'on nomme élite des gens qui ne le sont pas, par définition, on a la réponse dans la question. Les institutions internationales, aujourd'hui on parle beaucoup de l'ONU par exemple, mais sont-elles devenues inefficaces? Elles l'ont toujours été. Les Nations Unies ont toujours été une institution qui n'est pas une institution supranationale, qui est juste un forum de rencontres et de discussions où chacun vient faire son discours. Mais ça n'a pas d'autre intérêt que de permettre aux gens de se rencontrer, rien de plus. Donc il n'y a jamais eu d'institution. Il y a une institution qui avait vaguement un pouvoir véritablement supérieur, qui était l'OMC, l'Organisation du commerce, parce qu'il avait le pouvoir de régler les contentieux entre deux pays sur l'organisation du commerce. Mais les Américains en sont sortis et donc cette organisation n'existe plus. Donc il n'y a pas d'organisation internationale. Ce qui existe parfois, et d'ailleurs c'est curieux, c'est presque souvent privé, il existe dans certains métiers des accords interprofessionnels qui fait que tous les gens qui font ce métier dans le monde obéissent à des règles, des mêmes règles. Dans la publicité, vous avez une charte mondiale de la publicité. Dans les banques, vous avez une charte mondiale de ce qu'on appelle la fraude, etc. Et dans beaucoup de métiers, vous avez, mais il n'y a rien d'institutionnel. C'est purement corporatif. D'accord. Sur votre site, vous avez un site qui s'appelle atali.fr, c'est bien ça? .com. .com. Vous écrivez régulièrement, toutes les semaines. J'écris dans les Échos. C'est mon article que je publie dans les Échos qui paraît sur le site. D'accord, très très bien. Et vous aviez écrit en décembre 2026, peut-être l'année du bien. 2 mois après, est-ce que vous pensez que 2026 pourra être l'année du bien? Oui, je pense que c'est encore possible. Si la France et l'Allemagne s'entendent, s'il y a une prise de conscience écologique, si M. Trump perd les élections intermédiaires et s'il résigne, si la Cour suprême impose sa loi, si le gouvernement russe recule devant son inévitable défaite en Ukraine, ça peut encore être l'année du bien. D'accord. Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, êtes-vous plus inquiet qu'à 20 ans? Ah oui. Qu'il y a 20 ans ou que quand j'avais 20 ans? Quand vous aviez 20 ans. Bien sûr, mais d'abord parce que sans doute y a-t-il un biais, même si la peur de la mort ne m'a jamais vraiment préoccupé. Mais c'est normal qu'on soit un peu plus inquiet quand on avance en âge. Mais moi, je ne suis pas inquiet de ça. Donc j'écarte ce biais-là. Mais le monde est objectivement beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était. Même si, je me souviens, quand j'avais 18 ans, c'est maintenant une autorité publique. On est passé à 2 minutes d'une guerre mondiale épouvantable avec la crise de Cuba. Par exemple, oui. Et donc il y a eu des moments terribles tout au long de cette période. Mais l'accumulation des risques est quand même plus grand aujourd'hui qu'elle ne l'était. D'accord. Maintenant, les potentialités sont aussi beaucoup plus grandes. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, dans quel pays choisiriez-vous d'habiter? D'abord, j'ai 20 ans. J'en ai jamais douté. Et je suis très bien en France. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Attali, de m'avoir reçu aujourd'hui. Et écoutez, je suis très intéressé de lire votre prochain ouvrage. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. Merci.